t'ai amené ici, tu vois, on est au 2e étage du Palais Bourbon, parce que j'ai décidé de mener la bataille du budget, avec des dépôts d'amendements pour les femmes de ménage, pour les auxiliaires de vie sociale, pour les assistantes maternelles, pour les coulées de boue, pour les pneumatiques, un peu sur tous les sujets sur lesquels on se bagarre. Et tu vois, là, t'es devant la porte, où il y a marqué réunion en cours, là, article 40, vas-y, regarde. Les propositions et amendements formulés. Alors, c'est quoi l'article 40 ? Ça te dit que t'as pas le droit de créer de charge. Et donc, c'est au nom de ça, tu vois. On va faire le point avec Damien, qui est mon collab qui bosse là-dessus, qui bosse avec moi sur la bataille du budget. Mais au nom de cet article 40, là, ils viennent de nous bousiller 13 articles sur 13, 100% éliminés, irrecevables, parce que ça crée des charges et tout ça. Il faut savoir qu'auparavant, c'était beaucoup plus libre, tout ça. Et que là, ça a été mis de humeur beaucoup plus drastique. Il y a eu une réforme du règlement intérieur l'année dernière par les macronistes, et eux, plus Éric Woerth, ça fait que des exonérations, tu peux créer des exonérations autant que tu veux. En revanche, si tu veux filer une prime aux assistantes maternelles ou une prime aux femmes de ménage, tu peux pas. Donc voilà, je voulais te montrer ça, parce que c'est derrière cette porte qu'il y a quelque part une censure politique qui est effectuée au nom du juridique, tu vois. Bon. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne un budget, si vous voulez. On va aller se foutre dans une salle. Je te disais en murmurant, mais là, bon, tu vois, j'ai décidé de mener la bataille du budget en ce mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que, j'ai vu les gens au mois de septembre, à la rentrée, et je me suis dit, bon, tout ça, il faut le traduire par des actes législatifs, quand bien même ça sera retoqué. Bon, faut que il y ait une voix qui porte dans l'hémicycle sur les thèmes qu'on a rencontrés. Et la deuxième chose, c'est parce que ce printemps, Macron nous a dit, il faudra nous rappeler que le pays tient tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Tu vois, les assistantes maternelles, les caissières, les agents de logistique, les auxiliaires de vie sociale, les femmes de ménage, et compagnie et compagnie. Et c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, ou c'est au pied du mur qu'on voit le Macron, et à un moment, ça se traduit par des sous, ça se traduit par du budget. Et c'est maintenant, c'est au mois d'octobre que ça se règle, ça. Donc, juste, je t'explique comment ça fonctionne, le budget, parce que c'est pas simple. En fait, il y a 3 parties, il y a 3 semaines différentes. Tu as une semaine où c'est le budget, les recettes, donc les impôts que tu prélèves, ou là les allégements de cotisations qu'il va y avoir, les contributions économiques territoriales, et tout ça et tout ça. Tu as une deuxième partie, c'est le budget de la sécurité sociale, tu vois. Et tu as une troisième partie, c'est les dépenses du budget général. Donc voilà un peu comment ça se structure. Et puis d'abord tu passes en commission, et ensuite seulement tu passes en hémicycle. Est-ce que c'est à peu près clair ou pas ? Et donc, tu dois déposer des amendements. Ils ont leur projet. Alors leur projet là, merci Paul. Alors voilà. Donc tu as Damien là, qui est le collab avec qui on a vachement bossé sur les amendements. En fait, c'est lui qui fait le boulot parce que moi je donne les ordres, et puis après lui, et puis des bénévoles aussi. Et des bénévoles, et aussi les collaborateurs du groupe qui nous ont filé un bon coup de main, quoi. Voilà, donc il y a une petite armée d'amendeurs. et donc on avait produit combien ? Alors on a produit 46 amendements déposés, et on en a encore à peu près 90 à déposer sur la deuxième partie du PLF. Donc on a une bonne centaine d'amendements. Ouais, entre le budget normal et le budget de la sécurité sociale, on a une bonne centaine d'amendements. Et là, sur le PLF SS, donc sur la sécurité sociale, on a déjà des tas de trucs qui sont refusés. Alors, la prime de femme de ménage, on ne peut pas en parler. La prime assistante maternelle, on ne peut pas en parler pour le Covid. Que les auxiliaires de vie sociale aient une demi-journée de deuil, on ne peut pas en parler. Que les auxiliaires de vie sociale mandataires aient le droit, elle aussi, à une prime Covid, on ne peut pas en parler. Qu'il y ait le remboursement des équipements de protection Covid, blouse, surblouse, masque et tout ça, pour les assistantes maternelles et les AVS, et on ne peut pas en parler. Donc tout ça, ça fait 13 irrecevables sur 13 là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on est à 100% d'échecs. Pourquoi ? Parce que il y a une modification du règlement l'année dernière de l'Assemblée nationale qui a resserré la recevabilité. Ouais.
plus Éric Woerth qui veut pas que le débat dure trop longtemps. Et donc, la somme des deux fait que ça tombe. Il n'y a pas que nous. Non, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, par exemple, sur tout le PLFSS, sur les 1200 et quelques amendements, il y en a quand même la moitié qui ont été jugés irrecevables. Donc voilà. La moitié des amendements ne seront pas discutés. Donc, la question c'est, si c'est pas à ce moment-là qu'on peut demander une prime Covid pour les femmes de ménage, où est-ce qu'on peut le faire ? Eh ben ça c'est une bonne question. Donc voilà, quand j'ai appelé les administrateurs, ils m'ont dit que si on voulait créer de la dépense, c'était difficile. Mais en fait, ce sera dans la deuxième partie du projet de loi de finances dans lequel on pourra prendre à une certaine dépense et la mettre pour demander justement les primes, etc. Tu crois qu'on va y arriver dans la deuxième partie ? On va pouvoir essayer, mais c'est pas sûr quoi. Ouais. Et on va juste pouvoir flécher des budgets, mais pas précisément imposer dans la loi la demande. Il faut savoir que si jamais on veut donc filer une prime pour les femmes de ménage qui travaillent à l'hôpital Covid, on peut pas. En revanche, si on veut exonérer les entreprises du CAC 40 d'une nouvelle cotisation, là, on peut très bien exonérer. On peut créer toutes les zones d'exonération qu'on veut, tu vois. C'est pour ça que c'est quand même vachement politique et pas tant juridique que ça, cette histoire. C'est clair, ouais. On m'a dit, c'est ce que m'ont dit les administrateurs, après ils obéissent, mais c'est, si vous voulez créer une dépense, il faut que ce soit une exonération de cotisation. C'est la seule dépense qui est possible. Donc c'est vachement idéologique quand même, quand on te dit que la seule dépense possible, c'est d'alléger les cotisations. Donc là, tu m'as fait une petite analyse de vocabulaire, sémantique, comme je les aime, puisque j'ai fait une fac de linguistique, moi, mais tu m'as mis que dans le PLFSS, donc dans le budget de la sécurité sociale, il y avait 9 fois exonération, 14 fois coût, 50 fois dette. En revanche, j'avais 0 fois femme de ménage, 0 fois auxiliaire de vie, 0 fois dignité, 0 fois caissière, 0 fois bien-être, 0 fois pauvreté. Ces mots-là sont absents. Tu m'as fait la même chose sur le budget. Tu m'as dit 47 fois exonération, 28 fois compétitivité, 8 fois concurrence, 16 fois déficit, 29 fois production. En revanche, une seule fois le mot pauvreté, 0 fois inégalité, 2 fois partage, 0 fois intérimaire, 1 fois précarité, 0 fois licenciement, 1 fois revalorisation, 0 fois fraternité. Bon, bref, là, ça se présente comme des trucs purement budgétaires avec des chiffres et tout ça, mais rien que l'analyse du vocabulaire dit tout quand même aussi d'une orientation politique. Là, il n'est pas question de traiter la pauvreté, les inégalités ou la précarité dans ces budgets. C'est clair, oui, non, mais clairement c'est ça. Donc, est-ce que tu considères que du coup, parce que faut voir, est-ce qu'on peut voir un peu à quoi ça ressemble un amendement ? Là, c'est un amendement qui est rejeté pour cause de charge. Là, est-ce que tu vois ? Là, tu as un amendement qui est rejeté. Il me l'a marqué, c'est tout le paquet qui est rejeté pour cause de charge, donc pas le droit de créer des nouvelles charges. Alors celui-là, donc ça se compose en deux parties, un amendement. Il y a qu'est-ce qu'on modifie dans la loi, donc tu vois là, il a modifié, Damien, l'alinéa 1 en y introduisant les assistantes maternelles disposant de l'agrément. C'est pour qu'elles touchent quoi, ça ? C'est pour la prime Covid, celle-ci. C'est pour que les assistantes maternelles et la prime Covid, on a donc fait... 1, tu mentionnes où est-ce que tu vas modifier la loi. 2, tu fais un exposé où tu lui expliques pourquoi tu veux prendre cet amendement-là. Donc là, tu en as fait quand même un gros paquet. Ça, c'est pareil pour la prime Covid des femmes de ménage. Tu as fait un exposé. Là, on a... ça, là, c'est pour la demi-journée de deuil, pour les auxiliaires de vie qui perdent un de leurs bénéficiaires. Donc voilà, là, est-ce que tu considères que tu fais un tas de travail inutile ? Parce que quand même tout ça c'est rejeté. On va même pas pouvoir le défendre ni en commission, ni dans l'hémicycle. Et voilà quoi, donc tu te dis putain, je fais quoi, ça sert mon travail ? Bah, on pourrait se poser la question, en tout cas, ouais. Enfin, si j'avais voulu faire un travail qui plaise à l'Assemblée, j'aurais dû aller chez En Marche, du coup, à droite. Et alors, il y a un deuxième paquet là qui est refusé pour coffre de cavalier. Alors, cavalier, c'est quand ils considèrent que ça n'a pas de lien avec le texte. Mais là, on a des tas de trucs qui ont quand même des liens avec le texte. Par exemple, que les auxiliaires de vie aient le droit à un congé de deuil. Ils considèrent que ça n'a pas de lien avec le texte. Avant, on avait le droit de faire des demandes de rapport. Maintenant, les demandes de rapport sur le fait qu'il n'y a pas eu d'équipement de protection individuelle pour les assistantes maternelles dans la crise du Covid, on n'a pas le droit de faire de demandes de rapport. C'est que des demandes de rapport, en fait. C'est que des demandes de rapport. Ah, donc d'accord. Tous les cavaliers qui ont été virés, bon, c'est pas passionnant, les demandes de rapport en même temps. Je trouve que des fois, c'est un peu... C'est en fait, quand on ne sait pas comment faire un autre amendement, on fait une demande de rapport. Oui, c'est pour ça,
Bref. Même la sécurité, ils la veulent pas, quoi. Voilà. Bon, alors, avant toutes les demandes de rapport, elles passaient. C'est pas palpitant. Ouais. Enfin, je veux dire, elles passaient. Ça veut pas dire qu'elles étaient votées. C'était à chaque fois rejeté. Mais au moins, tu pouvais venir défendre un thème dans l'hémicycle. Et là, maintenant, boum, ils excluent toutes les demandes de rapport. Ils veulent pas. Alors là, il nous reste ça pour l'instant, du coup. Mais alors, vas-y. Mais ça, c'est ce qui a été, c'est ce qui est en traitement en ce moment sur le PLFSS. Donc potentiellement, c'est ce sur quoi on va pouvoir discuter nous. Donc ça fait 4 amendements. Je crois. Alors maintenant, quand même, moi, j'ai une très grande satisfaction dans les amendements. Ouais, vraiment. Ah ouais. Je dis. Non. On a donc toute une série d'amendements qui, là, pour l'instant, ne sont pas retoqués. Ouais. C'est des amendements pour demander des taxes douanières ou des taxes kilométriques. Donc on en a tout un paquet là. Mais moi je suis très fier parce que je pense que ça fait, je sais pas trop, 10, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, qu'il n'y a pas eu de demande de taxes aux frontières, tu vois. Et là, nous, on le fait sur le textile, sur les pneumatiques. Tu vois, par exemple, hier j'étais chez Dunlop à Amiens et les gars, ils ont vu 25% de leur baisse de charge de pneus parce que ça part en Pologne ou en Slovénie. Tu poses la question du coup, là, comme chez Bridgestone, de taxer les pneus peut-être au nombre de kilomètres qu'ils ont fait avant d'être vendus. Tu vois, donc on pose le principe d'une taxe kilométrique. Sur ça, sur le textile, comment on fait pour reconstruire un secteur textile qui fasse que dans la prochaine crise Covid ou assimilée, on ait cette fois la capacité de produire des masques, des blouses, des surblouses et qu'on ne fasse pas tout à l'importation. C'est d'ailleurs Macron qui disait c'est une folie que de déléguer notre souveraineté à l'autre bout du monde, quoi. Donc bon, si on veut résoudre cette folie, nous on propose des taxes douanières. Évidemment, j'ai peu d'illusions que sur tous ces amendements-là, ça ne soit pas retoqué. Ça va l'être, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est les mettre au pied du mur et dire, bah voilà, vous nous avez dit que c'était une folie, on s'est retrouvés à poil ce printemps, on n'avait rien pour les infirmières, mais rien pour même pas les masques pour les gens ordinaires. Qu'est-ce que vous nous proposez? Et de les forcer à avoir une réponse. Et je pense que la seule réponse qu'ils ont, c'est il faut baisser les charges, les cotisations et tout ça. Comme ça va relocaliser l'industrie parce qu'on va redevenir compétitif. Bref, ils vont mouliner comme ça. Mais là, on aura pu poser, nous, un moment. Et je suis fier, moi, parce que, tu sais, ça fait 20 ans que je vois les boîtes de mon coin se barrer. Ça fait 20 ans, ou un peu moins, parce qu'il a fallu un petit peu que je digère ce qui se passait pour dire que j'étais favorable à du protectionnisme. Et là, se dire que je vais peut-être avoir des amendements à défendre dans l'hémicycle qui vont venir poser ce principe-là, moi je trouve ça très très stimulant de se dire que là on a la possibilité de venir prendre le taureau de la mondialisation par les cornes, alors que c'est un taureau qui ravage tout sur son passage. Donc bon, donc voilà, vraiment j'espère on aura quand les réponses pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Je pense qu'on les aura, je sais pas, dans la journée ou dans les jours à venir, mais ça tombe au compte-gouttes, quoi. D'accord. Et donc on va avoir des amendements aussi sur les jeunes, où on réclame, alors c'est pas l'idéal, mais un RSA pour les jeunes en se disant, bon bah voilà, la majorité politique, elle est à 18 ans, la majorité pénale, elle est à 18 ans, pourquoi la majorité sociale n'est pas à 18 ans? Ouais, on va demander ça sur la deuxième partie du projet de loi de finances, mais on va aussi demander l'année blanche pour les intérimaires et les extras. Voilà, et donc même chose sur mes coulées de boue. Moi je suis pour un grand plan où on rétablisse des haies dans l'agriculture. Eh ben, je propose un plan haies, un plan anti-coulée de boue. Donc voilà, il s'agit de trouver des traductions. Par exemple, Comatelec, l'usine où on est allé, alors c'était du côté de Vierzon, qui était le numéro 1 du luminaire en France et qui délocalise, il me semble, en Espagne, et ben on pose une taxe sur le luminaire de ville pour dire voilà, c'est pour forcer le gouvernement à avoir une réponse sur ces thèmes-là. Et moi, voilà. Donc je trouve qu'il y a un très très gros boulot qui a été effectué. En fait, c'est quasiment notre année. C'est les thèmes qu'on a défendus cette année, qu'on reprend de manière budgétaire pour mettre des chiffres en face et pour dire, bah voilà, vous nous avez fait des promesses, maintenant, qu'est-ce que vous inscrivez dans le budget là-dessus, quoi. Toi, qu'est-ce que tu as comme souvenir? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choses qui m'auraient... là, par exemple... Voilà, celle-ci, ouais. Ouais, voilà. Là, et ça pour l'instant, ça passe. Une taxe à 100% sur les dividendes des concessionnaires d'autoroutes. Tu vois, on sait qu'ils se font un fric monstre, 24 milliards d'euros là
en une dizaine d'années qui se sont faits. Là, on reprend aussi une proposition de la Convention citoyenne sur le climat. Oui, sur les billets de train. Sur les billets de train, qui proposait que le billet de train passe à une TVA à 5,5%. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui rendra le train plus compétitif ou plus acceptable pour les gens par rapport à la voiture, mais enfin, c'était une proposition de la Convention citoyenne, paf, on l'inscrit en amendement et on verra bien comment le gouvernement réagit. Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre ? J'ai les animateurs périscolaires. Pour l'instant, ça c'est bon, ça reste. Pour dire que les animateurs, après l'école, ils ont du temps de préparation. Il faut que ce temps de préparation soit payé. Et donc, il faut relever le budget des municipalités pour que ça aille mieux rémunérer les animateurs périscolaires. Donc voilà, je continue. Tiens, là, parce qu'il a fait un tableau, tu peux le regarder ouais. Du coup, ça, c'est notre tableau projet de loi de finances première partie, et avec en blanc donc les amendements dont on va pouvoir, sur lesquels normalement on devrait pouvoir discuter, et en rouge ceux qui ont été retoqués. Donc voilà. Alors par exemple là, tu vois. J'avais fait... Donc, tu as parlé de la taxe sur les locaux, mais là, je propose une taxe sur les bornes automatiques, une taxe sur les caisses automatiques, une taxe sur la commande vocale. Qu'est-ce qu'il s'agit de dire ? Il s'agit de se demander quel monde on veut pour demain, quelle gare, quel magasin, quels entrepôts même. Est-ce que c'est quelque chose où il doit y avoir de moins en moins d'humains et avec juste l'ordinateur. J'ai lu une phrase d'ailleurs du dirigeant de Netscape, je crois, qui dit « Demain, il y aura deux genres de personnes. Il y aura ceux qui donneront des ordres aux ordinateurs et ceux qui leur obéiront. » Tu vois, ça divisait la société dans le rapport à l'informatique. Et là, est-ce que tout notre univers doit être juste envahi par les machines, ou bien est-ce qu'on considère que chaque fois qu'il y a une machine qui s'installe, ça doit coûter quelque chose à celui qui le fait, dans les magasins, dans les gares, dans les entrepôts, de manière à ce qu'il reste de l'humanité à l'intérieur, quoi. Ça me fait penser, tu sais, la semaine dernière, j'étais au petit matin devant le truc logistique de Auchan à Amiens-Nord, et il y avait un cariste qui me disait qu'il vivait avec le casque de la commande vocale du matin au soir, qui faisait répéter, ok, l'ordinateur lui donnant l'ordre d'aller aller 8, casier numéro 23, ok, tu vois, emplacement, ok, et qui rentrait le soir chez lui et qu'il était un peu énervé, beaucoup, que ça passait sur sa femme, ça passait sur ses enfants, et que même la nuit, des fois, il faisait répéter, et quand sa femme lui disait un truc, il lui disait répéter, et il expliquait comment son temps avait été resserré par l'arrivée de la commande vocale, parce qu'auparavant, il avait des papiers, il regardait, il se faisait un petit peu son parcours, et donc ça faisait un temps de réflexion un temps de respiration aussi, et que tout ça avait été contracté. Et que le résultat de ça, c'est entre autres que là, ils vont pouvoir supprimer 54 postes. Pas seulement avec ça, mais aussi parce qu'il y a des balises à bord des camions, donc ils savent de mieux en mieux où se trouvent les camions, donc ils vont pouvoir rassembler des entrepôts logistiques. Voilà. Et tout ça, toutes ces machines-là, c'est du temps qui déshumanise le travailleur et qui, par ailleurs, ne lui reviennent même pas à l'arrivée, ni en salaire, ni en réduction des horaires. Puisque là, son salaire, il est, après 21 ans de boîte, il était à 1 207 €. Je me souviens comment il a surgi devant la caméra pour me dire 21 ans de boîte, 1 207 €. Et donc voilà, là, ce genre de préoccupations-là, des gens, on essaye de les traduire en amendements. C'est bizarre comme sport. On essaye de les traduire en amendements et de se dire, voilà. Et d'ailleurs, je l'avais demandé, il s'appelait Arnaud, je crois. Qu'est-ce que tu en penses si on faisait une taxe sur les commandes vocales ? Il disait, ouais, c'est une bonne idée, c'est ça qu'il faut faire, sur les caisses automatiques et tout ça. Donc voilà, on reprend un peu des amendements, discuter avec les gens comme ça, pour les inscrire dans le budget, quoi. Alors, sans espoir que ça passe, mais au moins que la question surgisse. Et je pense que des questions de cette nature-là n'ont pas surgi dans l'hémicycle et même dans la vie publique en général si souvent que ça. Tu vois ? Donc voilà notre fonction. Je pense qu'il y a plein de raisons de désespérer aujourd'hui. Tu vois, ne serait-ce que le masque qu'on porte, et soit, mais on sent bien que toute cette histoire de Covid où on ne sait pas ce qu'on va faire dans 3 jours et encore moins ce qu'on va faire dans 3 mois et encore moins dans 3 ans, c'est quelque chose qui atténue notre horizon et nous empêche d'agir, tu vois,
et même, quelque part, est aussi un bâillon. La voix ne porte plus de la même manière, tu vois, et tu peux plus rencontrer les gens de la même manière. Bon, donc, c'est une raison de désespérer. Quand tu vas dans les boîtes et que tu vas dans l'aéronautique, je me retrouve avec des gars qui font grève pour avoir un plan social, ça dit quelque chose de la résignation. Donc, tu vois, j'avais une réunion la semaine dernière à la préfecture d'Amiens, et c'est sûr que le point 1 que j'ai mis dans mon communiqué, c'est des plans sociaux dignes. Alors, les militants peuvent avoir des remarques en disant « Ouais, mais attends, c'est quoi ça ? Nous, on veut pas de licenciement, pas de plans sociaux. » Ouais, mais d'accord, mais quand les syndicats des boîtes, eux-mêmes, et les plus combatifs, eux, ce qu'ils veulent, c'est partir proprement. Parce que là, ils sont en train de partir en short ou à poil, dire pas de plans sociaux, malheureusement, ça colle pas. Tu vois. Donc, on se retrouve dans ce truc-là. Et pour l'aéronautique, par exemple, ce qu'on peut demander, c'est qu'au moins, les sous-traitants, par exemple, ils aient le droit à la même chose que ce qu'il y aura chez le donneur d'ordre. Mais est-ce qu'on voit que l'État, là, met 15 milliards pour l'aéronautique, et que les gars vont se retrouver à avoir pas de reclassement quasiment, et qu'il n'y a pas un mec de Bercy qui se déplace pour une table ronde, qui vient pour dire, bon, bah voilà ce que nous on est prêt à mettre, mais qu'est-ce que Airbus met comme donneur d'ordre, qu'est-ce que le patron de 3A là, ou de Simra met sur la table, parce que ça fait 30 ans que dans l'aéronautique c'est prospère. Il n'y a pas une pression. Alors la préfète a fait la réunion, mais ça reste comme si c'était un problème local. C'est pas un problème local, c'est l'aéronautique nationale. Et donc moi j'attends qu'il y ait quelqu'un de Bercy qui vienne dire voilà ce qu'on est prêt à mettre sur la table. Mais voilà ce qu'on est prêt à mettre sur la table aussi, et là on va élever un peu au-delà de la taille de la serpillière avec la qualité du plan social, mais ce qu'on est prêt à mettre sur la table aussi avec un bilan de compétences pour le site, à quoi servent les machines, comment elles pourraient être converties. Est-ce que ça peut faire de l'éolienne ? Est-ce que ça peut le faire du truc à chaleur, là, de la pompe à chaleur ? Est-ce que ça peut faire du rail-route ? Je dis ça parce que c'est déjà des exemples qui avaient été donnés dans une boîte aéronautique. Donc voilà. Mais là, il y a l'absence de l'État. Et ça rejoint finalement ce qui se passe sur la gestion de la crise. C'est l'État qui laisse faire, l'État qui ne dirige pas. Tu sais que mon truc, c'est le grand truc en ce moment, c'est l'économie dirigée, mais qui laisse faire la main invisible du marché. Si tu laisses faire la main invisible du marché dans l'aéronautique, là, elle broie. Elle broie parce que, oui, il y a une réduction des commandes, et parce que ensuite, c'est moins cher pour l'instant d'aller le faire en Portugal, en Espagne, au Maroc ou en Tunisie. Donc, si tu laisses faire la main invisible du marché, les gens sont broyés. Et là, si tu laisses faire la main invisible du marché dans les hôpitaux, ben, t'as pas de lit de réanimation supplémentaire. Comment ça se fait ? Et c'est la clé du problème. Comment ça se fait qu'entre le printemps et l'automne, alors qu'on n'a pas arrêté de nous dire il y aura une deuxième vague, il y aura une deuxième vague, il y aura une deuxième vague, comment ça se fait qu'on n'a pas été vers une augmentation du nombre de lits dans les services de réanimation et dans les urgences ? Et donc du coup, même les lits dans les hôpitaux ont continué d'être fermés. Sur la dynamique du projet de financement de la sécurité sociale de l'année dernière qui disait fermeture de lits. Donc on a continué à fermer des lits, on a été gratter des lits pour quand même maintenir les urgences à 5500 lits, il me semble, de réa au niveau national, mais il n'y a pas eu de réouverture. Donc là, il aurait fallu, de manière volontaire pendant l'été, pas faire le mort, mais parce que c'est pour ça qu'il va y avoir des couvre-feux, qu'on demande à fermer les bars, à fermer les restaurants. C'est pas compte tenu du taux de mortalité, c'est pas ça. Le souci aujourd'hui. Le souci, c'est que les urgences, elles risquent de craquer. Elles risquent de craquer parce qu'il y a des gens qui vont arriver, mais aussi parce qu'on n'a pas agrandi les possibilités d'accueil des urgences. Et moi, je vois un lien avec la non-gestion dans l'aéronautique ou dans le pneumatique, où c'est encore la main invisible du marché qui broie Bridgestone et là qui s'appesantit sur Dunlop Amiens, et la main invisible du marché qui règne dans les hôpitaux. Et donc, je dis, voilà, on pourrait tout avoir pour désespérer. Et en même temps, si on veut terminer le bulletin de manière un peu positive, mais je pense que c'est vrai, je pense qu'en même temps, leur doctorat, il faut que je choisisse entre doctrine et doxa quand même. Donc, il y aurait tout pour désespérer. Et en même temps, on ne va pas s'interdire le même en même temps, je pense que sous cette ébullition-là, il y a un mouvement profond de la société. Et que ce mouvement profond de la société, c'est ce que Gramsci appelle le détachement de l'idéologie dominante.
croissance, concurrence, mondialisation, ça ne fait plus envie, ça inquiète, ça fait peur. Tu vois, le fait que moi je repose des amendements franchement anti-mondialisation, là dans ce contexte, je suis un symptôme de mon époque aussi. Je n'y échappe pas, j'ai mûri avec elle, j'essaye de la faire mûrir plus vite sur un certain nombre de choses, mais j'en suis aussi un symptôme. Et tu vois, je regarde les sondages, on demande, est-ce que la crise du coronavirus n'a pas rendu moins urgente la lutte contre le réchauffement climatique? Et là, au contraire, répondent les gens. 40%, plus 19% de gens qui disent que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'encore plus urgent. Ensuite, on demande sur le rapport au temps qui passe. On demande aux gens, est-ce que vous voulez vivre plus vite ou alors est-ce que vous aspirez à un mode de vie plus lent, moins contraint par les urgences? 69% des gens qui demandent à ralentir. Mais j'ai d'autres sondages là. La mondialisation est une menace pour la France. On est passé en un an de 57% à 60%. La France doit se protéger davantage, on passe de 61% à 65%. Donc il y a une demande, un désir d'autre chose très profond dans la société de rompre avec la logique de croissance, concurrence, mondialisation. Maintenant, il faut trouver les modes de traduction de ça. Mais tu vois que même par ce temps à la fois de Covid et de crise sociale intense, il y a par exemple le refus de la 5G qui continue. Il y a des manifs sur les bassines, il y a des manifs sur tous les grands projets inutiles, des scieries, des choses comme ça. Ça veut dire que en souterrain, et je dirais que c'est comme un geyser sous nos pieds, il reste ce grand désir d'autre chose pour moi. Bon, et ben, on essaye de le traduire bizarrement, on essaye aussi de le traduire dans l'hémicycle. Donc là, on va siéger beaucoup, je pense. Hein. Quand même, malgré Eric Woerth et malgré les macronistes, il va quand même nous en rester encore un petit paquet qu'on va réussir à sauver. Et donc, on va pas mal siéger dans les semaines à venir. Et à côté de ça, moi, c'est vrai que j'essaie de me réserver des plages d'écriture. Parce que l'écriture, c'est comme un temps de respiration où presque tu peux te réinventer un monde où tu refais le monde. Et à défaut de le refaire autrement, des fois le refaire par l'écriture. Donc c'est vrai que là, je suis en train de pas mal bosser sur le rapport de la gauche au progrès. C'est mon truc. Et tu vois, je relis Marx. Alors, Paul m'a dit de pas le dire. Ouais, j'ai pas ramené Marx. Bon, tant pis. Mais je ferai un truc la prochaine fois quand même. Bon, d'accord. Voilà, donc je bosse sur le... Tu vois, ce week-end, ça m'a fait du bien. De relire Marx ? Ouais. Non, mais d'être plongé dans autre chose que le bain de l'actu et tout ça, et de remonter aux luttes, y compris des ludites de l'Angleterre, mais aussi alors je me souviens des coupeuses de poils de lapin. De la révolution de 1848, parce qu'en 1848, en fait, il y a une angoisse, c'est que en une journée, les ouvriers typographes, ils brisent 49 machines dans les imprimeries. 49 presses en une journée, le 26 février 1848, il me semble. Et là, il faut qu'il y ait une réaction pour que le mouvement ouvrier ne devienne pas un mouvement de refus de la machine. Tu vois. Et donc, il va y avoir une bagarre autour de ça. Je suis là-dedans. Et c'est plaisant aussi que d'essayer de se replonger dans ce temps long-là. Tu vois, un coup avec Roosevelt, un coup avec le progrès, la gauche Prométhée au 19e siècle, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, c'est tout, on arrête là.